C'est pas un conseil qu'on m'a à proprement dit donné, c'est une phrase que j'ai entendue dans une unité spéciale étrangère qui disait « Le gars qui réussit, c'est jamais le meilleur, c'est jamais le gars qui a de la chance, c'est toujours le bon gars au bon moment. » Et ce qui fait qu'on est le bon gars au bon moment, c'est qu'on travaille tout le temps. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous plongeons une fois de plus dans les coulisses des forces spéciales à travers un passionnant entretien avec un opérateur du CPA-10. Il nous parlera de ses missions et de son quotidien au sein de cette unité si particulière de l'armée de l'air et de l'espace, aux ordres du COS, le commandement des opérations spéciales. Si cette thématique vous intéresse, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre dernier e-book sur le COS, le lien est en description. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour Blaise, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Blaise, 34 ans, opérateur au CPA-10, JTAC. C'est quoi vos missions au sein du CPA-10 ? C'est quoi votre la spécialité, c'est JTAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en détail, qu'on comprenne un petit peu le type de mission ? Très bien, alors au CPA-10, chaque groupe possède un JTAC, voire plus. C'est une des prérogatives au sein du CPA-10, c'est d'être en mesure à tout moment de fournir à ces entités ou à ces équipes sur le terrain un appui via ce qu'on appelle plus communément la 3D, via des vecteurs aériens pour venir en aide aux troupes au sol pour leurs manœuvres ou pour faciliter leur désengagement. Donc c'est l'objectif principal d'un JTAC. Et ensuite tout ce qui est travail de déconfliction, travail un peu de contrôleur aérien de l'avant, qui est aussi une des tâches assez importantes du JTAC, veiller à ce que tous les assets que vous avez en l'air puissent travailler de manière la plus sécure possible, tout en étant en mesure aussi de remplir leur mission qui leur est tasquée. Du coup, vous travaillez au profit que de votre unité ou aussi d'autres unités potentiellement du COS qui vont intervenir avec vous en binôme d'équipe ? Alors, très souvent, on travaille de manière organique, on est associé à notre unité, mais il se peut qu'effectivement, pour certaines missions ou certains événements qui pourraient le demander, qu'on soit effectivement amené à travailler avec d'autres entités. Et ça se fait très bien parce qu'au sein du COS, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, au sein du CPA-10, on peut être amené à travailler avec des gens du premier PIMA ou même des commandos marines. Comment ça se passe justement quand vous travaillez avec ce type d'unité ? J'imagine que ça va être assez stimulant de pouvoir voir comment eux ils fonctionnent. Il y a des échanges aussi entre les différentes unités. Alors, tout d'abord, on appartient tous au COS, donc dans les opérations spéciales. On a grosso modo une structure de façon de procéder qui est plus ou moins commune en termes de procédure. Après, chaque unité, je vais dire, va avoir sa culture propre, sa façon de travailler. Mais comme on est passé grosso modo par les mêmes si je puis dire, les mêmes filtres, les mêmes stages, grosso modo, les mêmes stages, je veux dire, pour être par exemple JTAC, que vous soyez de la Marine nationale ou que vous soyez du premier PIMA, vous allez passer par le même centre de formation qui forme les JTAC. Donc grosso modo, on a un socle qui est plus ou moins commun. Et ça se fait très bien. D'accord. C'est quoi votre parcours personnel et professionnel du coup ? Alors, moi je pense modestement avoir un parcours un peu atypique parce que je me suis engagé assez tard dans l'armée de l'air. Je me suis engagé à 27 ans. Donc, auparavant, je vous la fais rapide, j'avais fait classe prépa. À l'issue, j'ai fait une école de commerce parisienne. Et très vite, donc, je suis rentré dans le monde professionnel et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me manquait. J'avais toujours eu cette appétence pour l'armée, un peu pour l'aventure, sans forcément passer le pas. Et les années faisant, cette envie de servir, je dirais, cette envie de s'engager, n'a cessé de grandir. Donc à l'issue, j'ai travaillé pour une autre société et je me suis retrouvé à travailler notamment en Asie centrale. Toujours cette soif de découverte, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un tour du monde. Ça allait peut-être assouvir cette envie, ce besoin. Je me suis retrouvé à devenir steward. Donc je travaillais pour une compagnie aérienne au Moyen-Orient. Et là, du coup, on arrive, grosso modo, à une période en France où, vous savez, il y avait les attentats, etc. Et là, je me suis dit, voilà, grosso modo, à passer 28-29 ans, on ne pouvait plus s'engager en tant que militaire du rang. Donc je me suis dit, il faut que je passe le pas. Donc j'ai tout plaqué, je suis rentré en France. J'ai été
au CIRFA, et j'ai tout de suite dit que je souhaitais rentrer au CPA 10, comment on fait? C'était grosso modo la question. Et alors, vous avez des bonnes réponses? Alors, c'est naturel, hein, les gens que vous avez en face de vous veulent savoir si vous allez correspondre au profil, parce que c'est pas rien finalement d'arriver au CPA 10. Entre le moment où vous le décidez et vous arrivez, il peut se passer quand même un peu de temps. Mais grosso modo, je suis tombé sur des gens qui étaient extrêmement réceptifs, qui ont tout de suite noté que j'étais extrêmement déterminé sur là où je voulais aller. Et ça s'est très bien passé. Donc 1 an et 9 mois plus tard, après la signature de mon contrat, j'étais au CPA 10. D'accord. Et pendant ces 1 an et 9 mois, c'est quoi le quotidien? C'est des tests de sélection? C'est de la formation? Alors moi, j'ai eu la chance en fait que toutes les planètes s'alignent, que tous les stages que j'ai faits se chevauchent quasiment. Je finissais un stage et 2 à 3 semaines après, j'enchaînais sur un autre stage, ce qui est souvent assez rare. J'ai eu la chance de ne pas me blesser, ça c'est extrêmement important. Ouais, c'est assez intensif, enchaîner comme ça, et bien présomptueux, la personne qui peut vous dire j'ai signé mon contrat et dans moins de 2 ans je suis au CPA 10. Non, c'est extrêmement compliqué, mais comme vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller et vous vous auto-conditionnez, si je peux dire, ça se passe bien. Alors c'est pas facile, bien évidemment, c'est compliqué, vous êtes testé, vous êtes challengé, vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions. Quand vous dormez dehors, qu'il fait peut-être un peu trop froid, vous n'avez pas assez dormi, etc., pas assez mangé, donc voilà, les questions, les doutes interviennent, mais grosso modo, je savais où je voulais aller, donc j'y suis arrivé. Il n'y a pas eu de moment de doute, de moment d'envie d'abandonner peut-être? Abandonner, non, jamais. Pour que j'abandonne, enfin pour qu'on me sorte, moi ce que je me disais à chaque fois que je commence un stage, pour qu'on me sorte du stage, c'est soit il fallait que je me blesse ou que physiquement on me dise, on me retire du stage. Moi de moi-même, j'aurais jamais arrêté aucun stage. Petite anecdote, je m'étais fêlé une côte lors d'un stage, et puis j'ai l'instructeur qui m'a dit tu veux continuer ou tu veux arrêter? Je lui ai dit je veux continuer, donc j'ai continué. C'était pas simple, mais sans passe-droit, si vous avez envie, ça se passe quoi. Ça s'est plutôt bien passé. C'est quoi qui fait que les gens abandonnent en général? Parce que c'est des stages un peu comme le stage commando marine ou l'équivalent pour le premier PMA. Beaucoup de gens au final veulent, mais à la fin il en reste très peu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a que ça soit épuré à ce niveau-là? Je pense que c'est une bonne question. Tout comme il n'y a pas de réponse sur qu'est-ce qui fait que les gens n'abandonnent pas, arrivent, je pense que c'est aussi compliqué de déceler ce qui fait qu'une personne abandonne. Je pense que c'est un cocktail de plein de choses. Je pense qu'avant de commencer, enfin je sais pas, sans doute que les gens se blessent, on voit souvent les gens se blessent, ou les gens aspirent à des choses peut-être qu'ils ont vues et en fait ils se rendent compte que peut-être que la réalité de ce qu'on doit vivre avant d'arriver à ce qu'on a vu à la télé, elle est un peu plus complexe et un peu plus rustique. Je pense que j'aurais pas de réponse. Je pense que chacun a ses propres raisons pour arriver dans des unités spécialisées, tout comme les gens qui malheureusement n'y arrivent pas ont aussi les propres raisons, explications qu'ils gardent souvent pour eux-mêmes. Quand on disait que des fois on a une image de quelque chose quand on voit les reportages à la télé, les films, etc. Une fois qu'on est dedans, vous à titre personnel, vous étiez déçu, pas déçu? Comment vous avez vu le truc? Ça correspondait exactement à ce que vous aviez en tête? Ça correspond, c'est encore plus réaliste, je dirais, que ce que j'aurais pu imaginer. Et du coup, ça explique pourquoi en fait les stages qu'on doit réaliser sont assez demandants, assez exigeants, parce qu'en fait la réalité, elle est beaucoup plus, je pense, crue et brutale que ce qu'on peut voir parfois. Mais je pense que grosso modo, je pense que le cursus qu'on suit nous prépare extrêmement bien à faire ce qu'on doit faire. C'est votre toute dernière mission, c'était quoi? C'était en Afghanistan?
Alors oui, effectivement, ma dernière mission, c'était en Afghanistan, lors de l'opération Apagan, qui visait à extraire des ressortissants français depuis l'Afghanistan. D'accord. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en tirez comme souvenir? Pour nous, pour le coup, c'était ce qu'on appelle une mission d'alerte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification, donc c'est arrivé brutalement comme ça a surpris d'ailleurs pas mal de personnes. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aux permanences, au CPA10 comme au sein du COS, vous avez des unités qui sont prêtes au pied levé, si je puis dire, à partir à l'autre bout du monde. Donc nous, ça ne nous a pas changé particulièrement, on était d'alerte, donc on s'est préparé, on a attendu le verre pour se rendre sur le théâtre. C'est des choses qu'on espère vivre une fois dans une carrière, et donc le fait de l'avoir vécu, c'est une immense fierté. Quand vous partez sur ce genre de mission, ça correspond aussi parfois à des moments historiques. Typiquement, la chute de Kaboul, 20 ans après le début du conflit, c'est un moment où vous êtes à l'endroit où se crée l'histoire, un peu comme un reporter de guerre part pour ces raisons-là aussi. Est-ce que vous, il y a cette composante pour vous? Je pense qu'on ne se pose pas la question de savoir si on est en train de faire l'histoire. La question qui se pose, c'est il y a une mission que je vous dis comment on vit là pour le coup. Hein. Il y a une mission qui doit être remplie. Donc nous, c'est très simple. On a telle mission, on doit la remplir. Après, tout ce qui est annexe, est-ce qu'on participe à quelque chose qui est plus grand que nous, quoi que ce soit, c'est pas les questions du... Enfin, je sais pas, en tant qu'opérateur, hein. Il y a une mission, il y a un objectif à remplir, il y a un effet recherché. Et la question, c'est comment on remplit cet effet en veillant à ce que tout le monde rentre sain et sauf. Voilà. D'accord. Les missions, c'est pas forcément le quotidien, même pour des unités comme la vôtre. Vous passez beaucoup de temps en France sur des entraînements, j'imagine. Comment ça se passe? En gros, vous avez des séquences d'entraînement planifiées, vous êtes tout le temps en train de vous entraîner? On s'entraîne tout le temps, ouais. On s'entraîne tout le temps. On se dit que, comme là on en parlait, la Kaboul, l'Afghanistan, ça peut intervenir n'importe quand. Là, on finit le podcast, peut-être que ce soir, on va partir sur quelque chose, je ne sais où. Donc l'entraînement, oui, il est constant. Alors il est bien sûr organisé, structuré, etc. pour veiller à ce que que ces séquences se passent bien. Mais on s'entraîne beaucoup, donc que ce soit du tir, que ce soit de l'aéro, que ce soit des exercices JTAC, de guidage. Voilà, chacun, dans sa spécialité en groupe, veille constamment à maintenir ses qualifications au maximum pour être le plus efficient possible. Donc voilà, l'entraînement, il est constant. Est-ce que c'est pas compliqué pour gérer une vie de famille à côté de ça? Comment vous vous organisez au sein du groupe? Alors il y a tout. Il s'avère que moi je suis célibataire pour le coup, mais il y a des gens autour de moi en groupe qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. Donc à partir du moment où ce qui se passe à la maison, je pense, est très clair et expliqué aux gens qui vous accompagnent, ça se passe très bien. Encore une fois, faire ce type de métier, c'est un choix de vie. Et quand il est expliqué à la personne qui vous accompagne, ça se passe bien. Mais pareil, encore une fois, rien n'est parfait. C'est comme tout métier, que vous soyez pompier, que vous soyez pilote de ligne, etc. Vous êtes dans des métiers finalement où c'est un peu des travails passion, je dirais. Donc toujours trouver ce juste milieu entre le boulot et la maison. Et a priori, ça se passe souvent très bien. Est-ce que le fait d'avoir une vie de civil, on va dire, avant, d'être arrivé assez tardivement dans l'institution, ça change la donne justement à ce niveau-là? Est-ce qu'on arrive plus facilement à mieux concilier la vie perso, la vie professionnelle? Je ne sais pas si le fait d'avoir été dans le civil avant, dans le domaine affectif ou familial, vous aide. Je pense que le fait d'être passé par le civil auparavant, enfin là je parle encore une fois pour mon cas précis, fait que j'ai peut-être effectivement une façon de raisonner qui va être un peu plus comment je pourrais dire, un peu plus, c'est compliqué de trouver le terme. Disons que je vais essayer, c'est vrai
quand je me compare à des collègues, effectivement, je vais souvent penser différemment. Souvent, quand on monte des manips, etc., donc chacun peut un peu parler de comment il verrait la mission se monter, etc. Donc on aime bien faire un peu des sortes de brainstorming. Et c'est vrai que souvent, voilà, j'ai des idées qui peuvent être un peu plus innovantes. J'arriverai même pas peut-être à mettre un mot sur comment, mais c'est plus une façon. C'est bien plus que c'est plus une façon de voir les choses. Je dirais peut-être une forme de philosophie de vie, c'est toujours appréhender les choses de manière différente. Pourquoi on n'essaierait pas ça, pourquoi on n'essaierait pas plus comme ça, etc. Donc c'est plus une façon, je dirais, au jour le jour de voir les choses. Je n'aurais pas d'exemple particulier à vous citer, mais c'est plus un style, je dirais. Et après, c'est ce qui fait la richesse de nos unités, c'est que vous avez des gens qui ont pu avoir des métiers extrêmement divers et variés, ils sont engagés. C'est ça qui fait la richesse au final des unités forces spéciales, c'est que vous fédérez un vivier de gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Et c'est ça qui fait la force de ces unités, parce qu'en fait, quel que soit le problème que vous allez rencontrer, vous allez toujours avoir un gars qui va penser, et qui va avoir la petite lumière et qui va vous permettre de vous sortir des situations les plus parfois complexes. C'est quoi le type de profil idéal pour entrer dans ce genre d'unité, et c'est quoi les compétences que doit absolument maîtriser un jeune futur engagé pour le CPA10? Alors les profils, moi je pense qu'il n'y en a pas, et comme je venais de vous le dire, je pense que c'est la diversité des profils et des parcours qui fait la force de ce type d'unité. Après, effectivement, il y a je dirais des prérequis en termes bien évidemment de valeur, c'est-à-dire on aspire tous à servir la France, on aspire tous à si je puis dire, venir en aide à notre prochain. Et après, je dirais d'une façon plus technique, physique, il y a bien évidemment encore une fois des prérequis. Voilà, faut être plutôt bon en tir, faut aimer faire du sport, faut aimer se dépasser, faut aimer chercher la concurrence saine. Il faut vouloir toujours faire plus. Voilà, et jamais se reposer sur ses acquis. Vous avez beau avoir fait des missions sympas, vous avez beau avoir fait un truc qui a très bien marché, mais peut-être que potentiellement demain ça ne se passera pas, donc il faut être au niveau. Donc c'est un essai de toujours se remettre en question, toujours avoir ce fameux doute. Qu'est-ce qu'il en est de la place de l'ego là-dedans? Je vous pose cette question parce qu'on a parlé avec beaucoup d'anciens opérateurs, même des opérateurs actuels au sein de Première PIMA, qui disaient que c'est quelque chose qui est central, que dans un groupe comme ça, c'est plus ou moins que des mâles alpha qui sont entre eux, et il y a ce côté aussi effectivement compétition, rester dans le groupe. Est-ce que ça, comment vous le percevez? Je pense que nécessairement, quand vous êtes dans des unités où vous êtes amené à être au contact ou en première ligne, il y a cet aspect un peu, effectivement, il faut être assez agressif. C'est-à-dire, quand je parle d'agressivité, on parle d'agressivité, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, mais toujours vouloir faire plus, toujours vouloir se dépasser, jamais se reposer sur ce qu'on a. Et peut-être que c'est bien de se dire que si le mec il a couru 1 minute de moins que moi sur le tour précédent, je ne peux pas laisser ça passer, il faut que je fasse encore mieux. Donc en fait, quand on parle d'ego, je dirais que c'est peut-être pas l'ego où une personne peut l'entendre dans la vie civile, avoir un ego, etc., être auto-centré, c'est j'ai un ego parce qu'en fait, je veux faire mieux que le mec à côté et je supporte pas qu'il ait fait plus. Et c'est comme ça. Mais c'est ce qui nous anime plus ou moins tous. Il a mieux tiré que moi, il est plus centré, c'est pas mal, mais il faut que je fasse mieux. Donc oui, il y a nécessairement une part, on peut l'appeler ego, mais il y a une part effectivement de... Ça devient un moteur, quoi, quelque part. Ça devient un moteur, c'est sain et ça... Il y a une envie de se dépasser et de faire mieux que le mec qui est à droite et qui est à gauche. Nécessairement. Ouais. En fait, vous ne pouvez pas arriver ici en vous disant je suis bien, vous n'êtes jamais bien. Lui, il a fait mieux. Putain, il a fait mieux. Désolé, j'étais un peu... Excusez-moi. On a reçu Mike Echo dans le podcast. Donc, okay. Il a mis la barre très haut déjà. Donc grosso modo, ouais, c'est jamais suffisant. Il faut toujours faire plus et on aspirera toujours à faire plus. Et le jour où vous perdez, je pense, cette envie de se dépasser, il faut peut-être soi-même se poser des questions. Dernièrement, on a vu des images tournées d'entraînement conjoint entre votre unité et le RAID.
C'est quelque chose que vous faites, et pourquoi vous le faites d'ailleurs? Pourquoi s'entraîner avec des forces intérieures qui même si ça reste une unité d'élite, c'est pas forcément les mêmes emplois, c'est pas la même mission? C'est quoi l'intérêt? Toujours dans la traîne de ce que je vous disais, qu'en fait on se repose jamais sur ses acquis et qu'on peut toujours apprendre et qu'il y a toujours à apprendre et prendre quelque part. Et dans cette lignée, les échanges qu'on peut avoir avec d'autres unités, que ce soit intérieures ou même extérieures, avec des partenaires étrangers alliés, et avec le RAID, c'est effectivement ce qui se passe. On a tissé des liens avec cette unité parce que ils ont vécu sur le territoire national différents scénarios qui nous intéressent en termes de rétex, parce qu'on est curieux, on veut savoir ce qui se fait, on veut savoir aussi dans quel contexte les choses se passent. Donc encore une fois, toujours dans cette démarche de partager aussi finalement, de partager un peu ce que nous on a pu vivre ici et là et d'écouter ce qu'on nous apprend sur ce qu'ils ont pu vivre sur le territoire national, ça nous intéresse toujours. Donc on essaiera toujours de prendre ce qu'il y a à prendre n'importe où. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné et qui vous a particulièrement aidé, que vous aimeriez repartager à un jeune qui aimerait s'engager ou qui aimerait s'épanouir dans le métier des armes? C'est pas un conseil qu'on m'a à proprement dit donné, c'est une phrase que j'ai entendue dans une unité spéciale étrangère qui disait, après c'est en anglais donc j'essaie de la traduire, en gros, le gars qui réussit c'est jamais le meilleur, c'est jamais le gars qui a de la chance, c'est toujours le bon gars au bon moment. Et ce qui fait qu'on est le bon gars au bon moment, c'est qu'on travaille tout le temps. Voilà, moi ça m'avait marqué. Du coup, à chaque fois, je m'astreins à me la répéter. Parfois, pas forcément être le meilleur, il faut être le bon gars au bon moment. Et donc, ça nécessite de s'être entraîné beaucoup avant. Et d'être prêt le moment venu, quoi. Dû à l'entraînement qu'on fait souvent. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un très bon conseil. Merci pour cet échange. Au plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.